Mes amis, nous sommes ensemble pour commencer à préparer une alternance dont le pays a besoin. Je ne parle pas d'une alternance classique pour remplacer la gauche par la droite. Je parle d'une alternance fondamentale pour replacer la France sur les rails du progrès. Ça ne se fera pas tout seul. Ça ne se fera pas sans des choix radicaux, parce que notre système est usé jusqu'à la corde. Je ne viens pas devant vous pour aligner des promesses intenables. Je viens devant vous pour vous inviter à l'action et pour faire ce qui doit être fait pour que nous ne soyons plus le pays des espoirs brisés. Dans cette entreprise, dont Patrick Devedjian vient de démontrer à quel point elle était titanesque, j'ai besoin de tous ceux qui sont prêts à se retrousser les manches. Et parmi eux, je veux d'abord remercier Pierre-Christophe Baguet pour son accueil ici, dans sa commune, et pour le soutien qu'il m'apporte. Mais je veux aussi remercier Jean-Didier Berger, le maire de Clamart, Nicole Gouetta, la maire de Colombes, Grégoire de la Roncière, le maire de Sèvres, Jean-Pierre Chostec, le maire de Châtillon, Christiane Barodi-Weiss, le maire de Marne-la-Coquette, Alain-Bernard Boulanger, le maire de Villeneuve-la-Garenne, Yves Revillon, le maire de Bois-Colombes, Georges Siffredi, le maire de Châtenay-Balabry, et Isabelle Debré, parce qu'ils ont choisi de m'apporter depuis longtemps leur soutien et parce qu'ils ont pris l'initiative ce soir de ce magnifique rassemblement au cœur de ce département des Hauts-de-Seine. C'est comme si j'avais l'impression que tous les maires des Hauts-de-Seine étaient à mes côtés ce soir. C'est avec beaucoup de reconnaissance que je reçois leur confiance parce qu'elle vient d'hommes et de femmes de valeur. C'est la confiance d'un département attaché depuis longtemps à la droite et qu'il me soit permis à cet instant de rappeler la mémoire de mon ami et de mon compagnon Charles Pasqua. Je veux remercier Patrick Devedjian pour sa hauteur de vue, pour son inlassable indépendance d'esprit. Mais je veux aussi le remercier parce qu'il m'a précédé sur le chemin de la liberté que j'ai décidé d'emprunter aujourd'hui et sur lequel nous allons naturellement nous retrouver, mon cher Patrick. Merci à Roger Carucci, mon vieux complice auprès de Philippe Séguin. Quand on a souffert, comme on a souffert tous les deux aux côtés de Philippe Séguin, ça crée des liens. Et naturellement, le souvenir de ce personnage exceptionnel qui aurait pu être un formidable chef d'État pour notre pays nous revient à cet instant. Merci à Thierry Solère, qui par sa présence démontre que les primaires ne sont pas une guerre entre nous, mais une compétition qui devra être loyale et dont il a la lourde responsabilité. Merci à Valérie Pécresse qui a terrassé la gauche en Île-de-France. Je fus le premier à la soutenir dans sa conquête et ce soir, je l'ai embrassée avec affection en votre nom à tous. Et puis merci à vous tous, à tous les élus et les parlementaires qui sont présents ici. J'aurais aimé les citer, mais je les ai comptés tout à l'heure. Ils sont plus de 30 qui ont fait le déplacement ce soir pour venir à ce meeting dans les Hauts-de-Seine. Il y a le président de la Fédération des Républicains de Paris, Philippe Goujon. Il y a des Vendéens, il y a des Parisiens, il y a des Bretons, le député d'Orléans, enfin voilà, je ne peux pas les citer parce que je vais me fâcher avec tous ceux que je ne sais pas. Il y a même un Sartois, voilà.
Et puis merci de tout cœur à vous, militants et sympathisants, pour votre présence si nombreuse. Elle me touche et surtout elle me conforte dans l'idée que ma bataille est aussi la vôtre. C'est la bataille du redressement national. Et c'est la bataille de celles et de ceux qui sont fiers de pouvoir dire « Je suis français ». Ces mots, je veux que nos enfants puissent toujours les dire aux oreilles du monde. Oui, nous sommes français. Français avec notre histoire faite de grandeur et de blessures, avec nos villes millénaires, avec nos paysages, avec notre langue belle et riche de ses accents circonflexes. Nous sommes français, enfants d'une nation montée sur les barricades pour la justice et sortie des tranchées pour sa liberté. Nous sommes français, les pieds sur cette terre, mais l'esprit tendu vers les plus surprenantes inventions industrielles et artistiques. Nous sommes français, parfois querelleurs et râleurs, mais généreux et fraternels lorsque l'essentiel est en jeu. Nous sommes français, européens, universels aussi, puisque nos idéaux résonnent au-delà de nos frontières. Ils résonnent là où les femmes et les hommes sont martyrisés. Ils résonnent là où les chrétiens d'Orient sont chassés. Ils résonnent là où les fanatiques plantent leur drapeau noir. Il n'est pas nécessaire de descendre des Gaulois pour aimer la France. Être français, ça n'est pas un privilège de l'hérédité. Être français, c'est un acte de foi. Telle est la France que j'aime et pour laquelle je suis candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, je viens vous dire contre quoi je me bats et pour quel projet je m'engage. Je me bats contre la spirale de l'échec. Je me bats contre François Hollande, le champion des promesses trompeuses, le champion des impôts, le champion du chômage, le champion de la dette, le champion des apparences. 700 000 chômeurs de plus depuis 2012. 80 milliards d'impôts supplémentaires, 2 000 milliards de dettes et tout juste un petit 1% de croissance. Le bilan est calamiteux. Et partout où je vais dans notre pays depuis des mois et des mois, je vois des agriculteurs, des artisans, des entrepreneurs, des chômeurs qui sont en colère. Je vois la colère d'un peuple qui est dépossédé du pouvoir de réussir sa vie. Il y a 2 mois, le président de la République décrétait l'urgence économique. Ce sont ces mots, des mots, encore des mots. À peine annoncée, sa réforme du marché du travail est déjà enlisée dans les marécages de la gauche. Voilà où conduisent l'indécision et l'absence de cap de François Hollande. Voilà où mène la méthode Valls. Coup de menton un jour pour doubler M. Macron, édredon le lendemain pour calmer la fureur de Mme Aubry, la dame des 35 heures, incapable de reconnaître ses erreurs qui ont entraîné la France dans la spirale du déclin. C'est ainsi qu'on tue une réforme modeste, mais qui allait plutôt dans le bon sens. Ce régime est à bout de course. Le pouvoir est discrédité. La majorité est déchirée. Les syndicats sont dans la rue. 2 camps s'opposent. Et la querelle n'est pas médiocre. D'un côté, la libération du marché du travail, que nous soutenons, et de l'autre, la conservation des règles actuelles. Plutôt que de réécrire ce projet pour en faire une mauvaise soupe ou de l'enterrer sous la pression des dinosaures, moi je propose qu'on passe la parole au peuple en tranchant l'affaire par un référendum. Puisque François Hollande n'a plus la force d'agir, eh bien autant qu'il donne aux Français le pouvoir de débattre et d'avancer sans lui. Merci aux jeunes ici présents
qui, malgré le peu d'affection qu'ils portent à ce gouvernement, ne sont pas allés manifester aujourd'hui avec les syndicats étudiants qui refusent toute évolution du marché du travail. Tous dans la rue pour que rien ne bouge. Voilà le message de ces conservateurs qui n'ont pourtant pas encore 20 ans. Comme disait Edgar Faure, l'immobilisme est en marche, rien ne l'arrêtera. Bientôt, ce quinquennat va s'achever et les historiens pourront dire qu'il fut le plus médiocre de la Ve République. Les socialistes sont en échec, mais soyons justes. Voilà longtemps que notre pays décroche, faute d'avoir été vraiment rénové. En 2012, j'ai quitté mon poste de Premier ministre avec le sentiment du devoir accompli, mais aussi avec un goût d'inachevé. Je regarde notre bilan avec lucidité et j'en tire une leçon. J'en tire la leçon qu'il faut tout changer et qu'il faut le faire sans trembler et sans ruser. J'ai décidé de relever un défi qui, il est vrai, est peu coutumier chez nous, celui que la vérité est le meilleur moyen de gagner l'estime des Français qui en ont assez d'être menés en bateau. La France représente 1% de la population mondiale. Et les vents de l'histoire sont implacables pour les peuples qui s'assoupissent sur leur laurier. La vérité, c'est que les temps sont à la mobilisation des courages et des talents. Le choix qui nous presse, c'est vivre debout ou vivre à genoux. Soit on s'y met tous ensemble pour être la première puissance européenne, pour être une puissance souveraine, solidaire, lumineuse, soit nous sombrerons dans la pauvreté et dans le déclin. C'est peut-être pas agréable à entendre, mais moi je préfère les paroles qui réveillent aux fables qui endorment. Je relève un autre défi qui, lui aussi, est assez peu ordinaire dans notre pays, perfusé à l'uniformité et à l'égalitarisme. Celui que la liberté, première valeur de notre devise, est attendue par tous ceux, et ils sont innombrables, qui en ont assez d'être traités comme des pions. Nous sommes l'un des pays au monde qui compte le plus de réglementations, le plus de charges, le plus de prélèvements obligatoires. On a tout nivelé, on a tout encadré au nom d'une forme de misérabilisme mou. Malgré tous leurs efforts, et ils en font, les Français ont le sentiment d'être coincés dans leur existence. Alors que la vie, elle est faite pour être vécue à fond, avec l'espoir de saisir ses rêves. Tu veux créer ton entreprise? Remplis d'abord les formulaires en 3 exemplaires. Tu veux travailler le dimanche? Demande l'accord au syndicat. Tu es agriculteur? Prie pour que l'administration ne change pas les normes avant de labourer ton champ. Tu veux travailler plus, tu veux gagner plus, tu veux transmettre à tes enfants le fruit de tes efforts? Pense aux impôts que tu vas payer. Comment voulez-vous, dans ces conditions, stimuler qui que ce soit? Et pourtant, j'en suis certain. Donner aux Français de la liberté pour oser, et alors leur audace nous conduira vers les sommets. Avec tous ces Français qui veulent réussir, et vous êtes au premier rang d'entre eux, je m'engage pour une France du plein emploi. Vous m'avez bien entendu, une France du plein emploi, une France productive, une France où l'on peut prendre l'initiative, parce que chacun a une flamme en soi qui ne demande qu'à briller. Si j'ai l'honneur de votre confiance, avant le 30 octobre 2017, je baisserai le coût du travail. Je donnerai aux entreprises la liberté de négocier librement le temps de travail avec leurs salariés. Quant à la fonction publique, elle reviendra aux 39 heures. Je généraliserai l'apprentissage. Je réformerai l'assurance chômage et instaurerai la dégressivité des allocations.
Je fusionnerai toutes les allocations sociales en une seule qui ne pourra jamais dépasser les revenus du travail. Je veux moins de charges, moins d'impôts, moins de déficit et plus de confiance pour ceux qui font tourner les moteurs de l'économie française. J'abolirai le stupide impôt sur la fortune et je limiterai à 30% la fiscalité cumulée sur les revenus du capital. François Hollande avait déclaré la guerre aux riches. Il s'était fait acclamer, souvenez-vous, dans ses meetings avec sa taxe à 75% pour les hauts revenus, qui d'ailleurs a disparu. Il a l'air malin aujourd'hui. Il a l'air malin quand il est contraint de se rouler par terre devant le Qatar, devant l'Arabie Saoudite ou devant les fonds de pension américains pour pallier la disparition du capitalisme français. Nous sommes un pays étrange qui n'arrive pas à payer les retraites de ses ressortissants, mais qui offre les plus belles entreprises de son économie pour financer les retraites de ses alliés et amis américains. Certains feignent de peindre mon projet aux couleurs du sang et des larmes. Mais le sang et les larmes, c'est aujourd'hui. Le sang et les larmes, c'est aujourd'hui pour les 6 millions de Français qui sont à Pôle emploi. Le sang et les larmes, c'est aujourd'hui pour les 2 millions de jeunes Français entre 16 et 25 ans qui ne sont ni à l'école, ni en formation, ni dans un emploi. Le sang et les larmes, c'est aujourd'hui pour l'agriculteur qui travaille 70 ou 80 heures par semaine et qui n'arrive pas à la fin du mois à se payer 1 euro de salaire. Le sang et les larmes, c'est aujourd'hui pour l'artisan ou le petit entrepreneur qui, lorsqu'il a payé toutes ses charges et toutes ses taxes, n'a plus 1 euro pour se financer ses propres dépenses. Le sang et les larmes, c'est aujourd'hui. Les larmes, elles sont là, et moi, je veux les sécher. Je veux agir pour les jeunes qui se cassent les dents sur la rigidité du Code du travail. Je veux agir pour les chômeurs qui préfèrent bosser le dimanche plutôt que de pointer à Pôle emploi le lundi. Je veux agir pour les ouvriers qui préfèrent travailler un peu plus que de ne plus travailler du tout. Je veux agir pour ceux qui prennent des risques et qui n'ont dans leurs mains pour seule fortune que leur vaillance et l'espoir de tracer leur chemin. Bref, je me bats pour l'emploi, je me bats pour la croissance et pour cela, je suis prêt à percuter tous les blocages qui étouffent la volonté des hommes et des femmes qui savent que le bonheur est une conquête. Je vous propose donc de faire clairement le choix de la liberté, parce que c'est le seul choix qui nous rendra notre avenir. Mais il n'y a pas de liberté réelle sans règles de droit, sans autorité, sans protection et sans repères. Mes repères à moi, ils sont clairs. D'abord, l'exemple doit venir d'en haut, parce qu'un pouvoir fort, c'est d'abord un pouvoir digne. Les turpitudes de M. Cahuzac et de quelques autres ont miné l'autorité de la République. Les parachutes dorés qui récompensent ceux qui ont échoué à la tête de leur entreprise ne peuvent que dévaloriser le sens de la justice sur lequel se fonde la légitimité de l'ordre. Il revient à ceux qui ont de hautes responsabilités d'agir honnêtement, parce qu'il n'y a pas de morale pour tous qui vaille sans morale au sommet. L'État a pour première mission de protéger la France et les Français. On parle beaucoup, et c'est normal, de l'État-providence qui soigne, qui éduque, qui distribue des allocations. Il est temps de parler de l'État régalien qui protège. Les attentats qui ont ensanglanté Paris nous rappellent le prix de la vie. Ils nous rappellent aussi la bassesse indigne des slogans que scandait il n'y a pas si longtemps une gauche dont certains représentants sont aujourd'hui au pouvoir. Mort aux flics, CRS-SS et autres injures que les forces de l'ordre doivent essuyer dans les cités.
Fallait-il les massacres terroristes pour mesurer le cran et l'honneur de celles et de ceux qui ont choisi le métier de nous protéger? Nous leur avons toujours rendu hommage. Policiers, gendarmes, militaires, pompiers, ils sont là pour servir et autant que notre respect, ils méritent notre affection. Jamais les candidatures pour intégrer nos forces policières et militaires n'ont été, paraît-il, aussi nombreuses. De toutes origines et de toutes confessions, ces jeunes qui s'engagent aiment la France. Ils sont prêts à la défendre, à défendre leurs concitoyens malgré les dangers. Eh bien voilà la riposte d'une jeunesse de cœur qui sait que la liberté et la sécurité ne sont pas dissociables. Notre société a besoin de règles pour ne pas se dérégler. Chaque citoyen a des droits, mais chaque citoyen a aussi des devoirs. Et si les devoirs sont délaissés, alors c'est le règne du chacun pour soi et c'est l'anarchie. C'est au gouvernement d'abord de rappeler le bien commun et de rappeler que le bien commun n'est pas négociable. Il est inadmissible qu'en août dernier, l'autoroute A1 ait pu être fermée par une soixantaine d'individus sans aucune réaction de la force publique. Chef du gouvernement, jamais je n'aurais laissé une heure de blocage à ces gens-là. Il est inadmissible qu'en Loire-Atlantique, la construction d'un aéroport décidé par la gauche et par la droite, validé par la justice, puisse être bloquée par une poignée de hors-la-loi violents qui veulent nous imposer un modèle de société que les Français rejettent à chaque élection. Il est inadmissible enfin que dans nos cités, policiers, pompiers ou médecins puissent être caillassés. Aucune excuse ne doit être accordée à ceux qui pensent que la loi de la rue est supérieure à celle de la République, parce que ceux-là, ce sont les ennemis de la liberté. Chacun est responsable de ses actes. Un voyou est un voyou, avant de prétendre être une victime de la société. Le sentiment d'impunité des délinquants est le résultat du manque de fermeté et de civisme qui devrait s'exercer à tous les niveaux. Dans la famille, qui plus que jamais doit assumer ses devoirs. À l'école, qui ne doit rien céder devant l'indiscipline et l'inculture des caïds en herbe. Dans les prétoires où la justice doit passer vite et être nette. J'ai souvent entendu, dans mes déplacements à travers la France, des policiers me dire « nous sommes seuls », comme s'ils se sentaient les derniers remparts d'une société qui part en vrille. Contre la violence, le combat doit être collectif. La violence reculera quand, dans le métro, tout le monde se lèvera lorsqu'une personne est agressée. La violence reculera lorsque les parents viendront chercher leurs adolescents qui traînent dans la rue le soir venu et qui, le lendemain matin, veilleront à ce qu'il aille au collège pour apprendre et non pas pour se défouler. Et si les parents ne le font pas, alors l'État est en droit de leur demander des comptes et, si nécessaire, de les priver de leurs allocations familiales et, si ça n'est pas suffisant, de leurs allocations sociales. La violence reculera lorsque la société tout entière choisira de célébrer les valeurs du mérite et de l'intégrité plutôt que les mirages d'une réussite à n'importe quel prix. La violence perdra du terrain lorsque les délinquants sentiront que policiers, gendarmes, juges, enseignants, élus locaux, citoyens font bloc parce que l'ordre et la paix, c'est l'affaire de tout le monde. Ce que je crois, c'est qu'il ne pourra y avoir de vraie victoire contre la violence sans une mobilisation civique et morale. D'autant qu'il nous faut faire face à la guerre
que nous ont déclarés les totalitaristes islamistes. Du Pakistan au Nigeria et parmi nous en Europe, sur notre territoire, en France, des individus fanatisés veulent abattre ce que nous sommes, ce que nous incarnons, la liberté, l'égalité des hommes et des femmes, la démocratie, le respect de la personne humaine. Face à cette menace, notre sécurité et notre défense sont une priorité. Nous devons donner à nos armées les moyens d'agir. Et pour cela, il faut, et vous en conviendrez, je le répète depuis 3 ans, une stratégie claire pour abattre l'État islamique en créant les conditions d'une grande coalition internationale intégrant la Russie. Les budgets et les équipements de notre défense ne doivent plus être sacrifiés. Nos partenaires européens, et singulièrement allemands, ne peuvent plus se cacher derrière leur histoire ou la protection des États-Unis. Ils doivent apporter leur concours à la sécurité du continent européen. Nos services de renseignement doivent être renforcés et réorganisés pour s'adapter à une menace d'une nouvelle nature. Aujourd'hui, 5 chaînes hiérarchiques en ont la charge. Je n'en veux plus que 2, le renseignement intérieur et le renseignement extérieur. La Direction générale de la sécurité intérieure doit rejoindre celle de la police nationale et la gendarmerie doit être mieux intégrée dans l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. Le renseignement de terrain doit être réhabilité et recevoir les moyens nécessaires. Parce que c'est grâce à ce renseignement de terrain que la propagande djihadiste peut être détectée et que les réseaux peuvent être éradiqués. Contre la radicalisation, les mosquées salafistes doivent être systématiquement fermées. Les prêcheurs de haine doivent être expulsés quand ils sont étrangers et punis sévèrement quand ils sont français. Dans nos prisons, les services pénitentiaires que je souhaite placer sous l'autorité du ministre de la Sécurité intérieure doivent pouvoir écouter et traquer les recruteurs. La chasse aux sites internet malveillants doit être généralisée. La France doit prendre la tête d'un combat européen pour contraindre les industriels des télécommunications à coopérer dans la lutte contre le terrorisme. Tout ça, mes amis, est bien plus important que de réviser notre Constitution pour rien, alors que la déchéance de nationalité et l'état d'urgence sont déjà dans les lois de la République. Je n'ai aucun état d'âme à déchoir les fanatiques, mais il m'apparaît encore plus nécessaire d'expulser les étrangers qui participent de près ou de loin à des actes coupables. Je le dis à propos des terroristes, mais cela vaut aussi pour les ressortissants étrangers auteurs de crimes ou de délits. Pour eux, c'est la prison et l'expulsion. Et s'il y a des conventions avec leur pays d'origine, c'est la prison plutôt chez eux que chez nous. Oui, je suis pour la fermeté, mais je ne suis pas pour les écrans de fumée. On ne lutte pas contre la violence avec des bricolages constitutionnels. On ne lutte pas contre la violence avec des mots, avec des postures idéologiques. Dans notre pays, chaque drame est l'occasion d'une nouvelle loi. On gesticule, on montre nos muscles, ou bien alors on ne veut pas voir, on minimise, on s'étrangle lorsque je réclame des statistiques d'origine. On refuse de nommer l'adversaire, comme le fait le gouvernement avec Daesh. Pourquoi utiliser la langue arabe pour désigner le commanditaire des attentats de janvier et de novembre? Pourquoi ne pas le nommer par son nom, l'État islamique? Face à la stratégie de l'État islamique, il nous faudrait du sang-froid. Et nous avons de l'esbrouf, avec des débats inutiles qui apparaissent comme autant de victoires pour nos ennemis. La sécurité, c'est d'abord un combat quotidien. C'est un combat tenace qui doit être livré de façon cohérente.
Depuis 4 ans, la délinquance augmente et l'exaspération grandit. Pourquoi? Parce qu'il fut absurde et laxiste de supprimer les peines planchers alors qu'il fallait être inflexible avec les multirécidivistes, qui représentent une énorme part de la délinquance dans notre pays. Avec la loi d'août 2014 sur l'individualisation des peines, 100 000 peines sont en attente d'exécution aujourd'hui. Et sur ce stock, on sait qu'au moins un quart d'entre elles ne seront jamais exécutées. Il fut aussi absurde et dangereux de laisser entendre, comme le fit la non regrettée Madame Taubira, que c'est la prison qui est coupable de la délinquance, alors que c'est le contraire. Absurde et inquiétant de réduire les peines et de les aménager systématiquement pour désengorger les prisons au lieu d'en construire des nouvelles. Absurde et incohérent de prétendre vouloir combattre la drogue en ouvrant des salles de shoot. Superficiel d'augmenter le nombre des fonctionnaires de police et de gendarmerie plutôt que d'augmenter leurs moyens opérationnels et d'investir dans les technologies nouvelles qui leur permettraient d'agir plus vite et plus fort. En Europe, le nombre de nos forces de sécurité est déjà l'un des plus élevés par habitant. Il y a en France un policier ou un gendarme pour 248 habitants. Il y en a un pour 270 au Royaume-Uni, il y en a un pour 320 en Allemagne. C'est dire si le combat contre la délinquance et la criminalité ne se réduit pas aux effectifs de nos forces, mais à leur utilisation optimale. Que faut-il pour que nos policiers et nos gendarmes puissent assumer leurs fonctions? Que demandent-ils? D'abord, des moyens d'action performants. Nos forces de sécurité sont sous-équipées. Et elles le sont notamment sur tout ce qui relève des nouvelles technologies pour cerner et pourchasser la délinquance. Elles doivent être dotées des moyens de géolocalisation, de numérisation de la cartographie de la délinquance, parce que ce sont des outils qui sont la clé de leur réactivité opérationnelle. 1300 véhicules de police aujourd'hui ont plus de 16 ans d'âge. Au rythme actuel de leur renouvellement, ils devront durer 30 ans. Ça n'est pas un détail. Ça n'est pas un détail pour ceux qui patrouillent dans nos rues. Des outils technologiques de pointe, des locaux modernes, des moyens adaptés à leur travail. Voilà la retraite légitime de nos forces de l'ordre. Des forces de l'ordre qui doivent passer plus de temps sur le terrain et moins dans les tâches administratives. Les fonctions techniques et de soutien de la police mobilisent 20 000 agents. 20 000 agents qui ne se consacrent pas à la mission prioritaire de répression des crimes et des délits. Et c'est le cas aussi pour près de 3 000 gendarmes. Il faut délester nos forces de sécurité des tâches de gestion. Et pour cela, il faut reprendre la politique menée par mon gouvernement avant 2012, de substitution entre opérationnels et agents de soutien, qui devrait porter sur au moins 5 000 emplois. Troisième nécessité absolue, réclamée par nos forces de sécurité et par tous les Français, une justice rapide et ferme. Contre les délinquants, tout devrait commencer par la certitude que le respect de la loi sera toujours plus fort que son irrespect. La sanction doit être certaine, elle doit être rapide, elle doit être dissuasive. L'impunité zéro doit être la règle dans notre combat contre la délinquance. Seuls 10% des délinquants arrêtés et déférés devant la justice vont en prison. Et près de 40% des courtes peines qui concernent des actes de petite et moyenne délinquance ne sont jamais exécutés. Notre système judiciaire est débordé, d'où sa lenteur et le sentiment d'impunité. Je veux rétablir les peines planchées pour les récidivistes. Un délit, une sanction, voilà la règle qui doit être parfaitement claire pour les délinquants. Pour celui qui provoque du tapage nocturne, qui raye 10 voitures dans sa rue, qui tague les cages d'escalier, bref, pour tout ce qu'on nomme les incivilités, mais qui en réalité pourrissent la vie de nos concitoyens, je veux des procédures pénales simplifiées, avec des amendes et des contraventions immédiates. Le pire, c'est qu'actuellement, même les peines lourdes ne sont plus exécutées ou plus complètement. Bref, la justice a tranché
mais la faute ne sera jamais réparée. Je veux rendre systématique le recouvrement des amendes, y compris par une retenue à la source sur les allocations sociales, le cas échéant. Je veux revenir sur la non-exécution des peines à 2 ans et rendre les récidivistes et multiréitérants inéligibles aux aménagements de peine. Cette fermeté retrouvée réclame de reprendre le programme de construction de places de prison interrompu par Hollande et par Taubira. Nous devrons réaliser 16 000 places de prison supplémentaires si nous voulons faire de l'impunité zéro une réalité. Mes amis, le temps où la sécurité était segmentée est bien fini. La police pour la ville, la gendarmerie pour les campagnes, les douanes pour les frontières, la police municipale pour les communes, la pénitentiaire pour les détenus, les sociétés privées pour les événements privés, les associations pour la prévention de la délinquance, les États ignorant les faits et gestes des autres États européens. Toutes ces cloisons n'ont plus de sens. Criminalité, terrorisme et délinquance s'entremêlent. Zones urbaines ou rurales s'entrecroisent. Mafias financières et gangs de rue agissent de concert. Ce qui dérape dans les cités, les écoles, les transports, les familles se coagulent. Les réseaux et l'Internet se connectent par-dessus les territoires. Le défi est global et il est total. La bataille, elle est européenne, parce que le terrorisme et la criminalité se jouent des frontières. La mise en place d'un véritable corps européen de garde-côtes et de garde-frontières est urgente. Il faut un contrôle de sécurité systématique des arrivants aux frontières de l'Europe avec recueil d'éléments biométriques et détection des faux papiers. La mise en place dans tous les aéroports du système de reconnaissance de l'identité des passagers n'a que trop tardé, empêché par le Parlement européen et au Parlement européen par la gauche. En France, je veux un grand ministère de la sécurité intérieure, fédérant toutes les forces qui concourent à la sécurité des Français, et notamment les services pénitentiaires et les douanes. Aux côtés de l'État, tous les acteurs qui ont un rôle en matière de sécurité doivent être mobilisés et doivent être associés à la lutte contre la délinquance. Au fond, la police et la gendarmerie doivent pouvoir se concentrer sur leur mission. Et pour ce faire, la tranquillité publique commande de renforcer le rôle des maires et des polices municipales qui sont au plus près des populations. Pour lutter contre l'insécurité, pour dialoguer, pour dissuader, pour verbaliser, il faut une présence de proximité. Il y a déjà 20 000 policiers municipaux sur le terrain. Souvent, ils travaillent en harmonie avec nos forces nationales, mais il faut aller plus loin. Ils doivent être armés, ils doivent pouvoir procéder à des contrôles d'identité, ils doivent pouvoir accéder aux fichiers de police. Leurs outils de communication doivent être intégrés avec l'accès à des fréquences communes, avec la coopération entre les centres de régulation des polices municipales et les centres de commandement de la police nationale ou de la gendarmerie. La vidéosurveillance doit être rendue obligatoire et son utilisation doit être mutualisée. Police municipale, sociétés privées de sécurité, citoyens vigilants, mais aussi réservistes, doivent être mobilisés, parce qu'il n'y a pas de vieux policiers, de vieux juges ou de vieux militaires. Personne ne doit se sentir inutile au service des Français. C'est toute une chaîne de sécurité qui doit être organisée et coordonnée pour mailler notre territoire. En amont de cette chaîne de protection, l'éducation, la prévention et la libération du marché du travail doivent concourir à la lutte contre la délinquance. Avec 2 millions de jeunes qui ne sont ni à l'école, ni dans une formation, ni dans un emploi, c'est-à-dire qui sont dans la rue, il n'y a aucune chance de juguler vraiment la violence qui couve, là où l'avenir est sans avenir. Vous m'aurez compris, j'en appelle à un nouvel état d'esprit, à une organisation des forces plus efficace, à une justice rapide et ferme, à une mobilisation nationale pour qu'à chaque coin de rue, nos policiers et nos gendarmes se sentent respectés, épaulés, soutenus. Et que le terroriste comme le délinquant se sente, lui, réprouvé, coincé, pourchassé.
La crainte doit changer de camp et nul en France ne doit pouvoir se dire que le mal rapporte plus que le bien. Enfin, comment parler de sécurité sans parler de cohésion nationale? Il y a des moments en France, et nous venons d'en vivre, il y a des lieux en France où le sentiment d'appartenir à la même nation est oublié et même méprisé. La faute est partagée. Partagée par ceux des Français qui n'ont que faire de leur pays au lieu de le respecter comme tout citoyen loyal et responsable. Mais elle est aussi le fait d'une immigration qui a été trop longtemps incontrôlée et qui n'a pas su ou voulu s'approprier l'identité de la France. Du coup, trop de nos concitoyens ne se sentent plus chez eux. Et bien des Français issus de l'immigration ne se sentent pas français. Alors il faut parler clair et agir clairement. L'immigration doit être réduite à son strict minimum en fonction de nos capacités d'accueil et de nos besoins économiques, parce qu'il n'y a aucune générosité à laisser entrer des hommes ou des femmes qui sont condamnés à la pauvreté et au déracinement. Le Parlement doit pouvoir décider du nombre d'étrangers que nous souhaitons accueillir, des compétences dont nous avons besoin et des régions du monde vers lesquelles nous voulons nous tourner. Et cela chaque année à l'issue d'un débat public où chacun devra prendre ses responsabilités. Les aides sociales doivent être réservées aux migrants légaux présents depuis plus de 2 années sur notre territoire. Le mot assimilation, c'est-à-dire le goût de devenir pleinement français, doit être préféré à celui d'intégration qui n'est qu'une formule déguisée pour éluder le défi qui est devant nous, unir la nation. À tous ceux qui disent « et moi », je réponds « nous d'abord et nous ensemble ». La République française ne se découpe pas en tranches. Je m'oppose à la société communautarisée, ghettoisée, où chacun se replie sur lui-même, sans assumer le destin commun. Je récuse cette société liquide, où tout se vaut et où tout est relatif. Je lui oppose une société solide, où les droits et les devoirs marchent d'un même pas, où le sens de l'intérêt général est supérieur au culte de l'individu. Une société où la laïcité s'impose à tous, parce que si la foi religieuse est hautement respectable, le fanatisme n'a rien à faire au pays des Lumières. Une société où le patriotisme nous rassemble et nous élève, quelles que soient nos idées, nos origines ou nos religions. La droite républicaine est parfaitement dans son rôle lorsqu'elle défend les racines chrétiennes de notre civilisation, l'histoire et les valeurs du drapeau tricolore. De ce drapeau tricolore qui appartient à tous ceux qui l'aiment. La droite républicaine est dans son rôle lorsqu'elle met en avant le génie de notre pays, qui a bâti des cathédrales, qui a inspiré l'Europe, qui a porté sur les barricades de Paris et du monde l'étendard des droits de l'homme, qui a brillé et qui continue de briller dans les arts, dans les sciences et dans les technologies. Mes amis, 2000 ans d'histoire nous donnent la force et l'expérience pour demeurer une grande nation. Mais notre avenir n'est pas écrit et c'est à notre génération de se battre pour un monde meilleur. Voilà le sens de mon engagement. Voilà le sens de l'engagement que je suis venu partager avec vous, avec la détermination que m'inspire l'amour de notre pays. Vive la France, vive la République.